troisième séance de notre cycle sur les partis politiques en France. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir pour cette troisième séance Claude Dargent. Nous avons débuté le cycle, je le rappelle, avec Michel Offerlé, qui a retracé pour nous un historique des organisations partisanes. Une seconde séance la semaine dernière, c'était avec Frédéric Salicki, qui a décortiqué un petit peu le fonctionnement des partis politiques et qui a mis en parallèle un peu la manière dont ça fonctionnait à l'étranger et notamment aux États-Unis. C'était des éléments intéressants pour aussi mieux comprendre comment ça se passait chez nous en France. Nous terminerons le cycle la semaine prochaine dans cette même salle. C'était un petit peu compliqué au niveau des salles, mais enfin bon, là, les deux dernières se déroulent ici. La semaine prochaine, pardon, donc c'est la séance qui clôturera le cycle et ce sera avec Loïc Blondiot sur un thème qui fera débat en lui-même, une réflexion sur les partis politiques comme rouage de la démocratie représentative et ou citoyenne. Aujourd'hui, nous sommes donc avec Claude Dargent. Claude Dargent, vous êtes professeur à l'Université Paris 8. Vous êtes chercheur au CRESPA. Alors, c'est le Centre de recherche sociologique et politique de Paris, rattaché au CNRS. Vous êtes chercheur associé au CEVIPOF, le Centre de recherche de Sciences Po, et puis un certain nombre d'autres responsabilités, mais je voudrais tout de même préciser que vous êtes notre voisin du 15e et conseiller de Paris. Et vous avez à ce titre des mandats importants, et notamment vous êtes président de l'APUR, donc l'atelier d'urbanisme de Paris, bien connu. Vos domaines de recherche portent sur les attitudes et comportements politiques. Vous vous êtes penché en particulier sur l'impact des religions. Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages. Alors on a sur la table là une bibliographie qui est remise aux participants et donc un certain nombre de vos ouvrages sont référencés dans cette note bibliographique. Vous avez nous accueillons aujourd'hui pour nous apporter un éclairage sur qui sont les électeurs des différents partis politiques, sachant que le paysage devient complexe avec la multiplicité des candidatures au sein même d'un même parti, avec sans doute, on constate une certaine instabilité des comportements électoraux, et puis une abstention qui reste toujours importante, qui est sans doute pas facile à analyser. Donc encore une fois, merci d'être avec nous ce matin. Je vous laisse la parole pour environ, c'est notre règle du jeu, environ 1 heure d'exposé, et puis ensuite il y aura à peu près l'équivalent de débat avec la salle. Voilà, je vous laisse la parole, merci. Merci pour cette invitation. Bon, vous avez dit que je faisais un certain nombre de choses, il se trouve que du coup j'enseigne moins que je ne voudrais, et donc c'est une occasion de dire un peu ce qu'on pense dans un cadre un peu différent. Et donc ça c'est très bien, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté avec plaisir, outre le fait, vous l'avez souligné, que je suis voisin. Alors, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, le parti politique et leur électorat, je voudrais dire de façon liminaire que quand on s'occupe d'une association et qu'on prévoit des calendriers à l'avance, il y a toujours des éléments d'incertitude.
L'avantage quand on est sur des thématiques politiques, c'est qu'il y a toujours une actualité. Bon. Il se trouve qu'en l'occurrence, l'actualité est encore plus forte probablement que ce que vous aviez pu penser à l'époque. C'est comme ça. Eh bien, profitons-en et appuyons-nous sur cette réalité pour essayer de comprendre peut-être un petit peu mieux les choses. En tous les cas, c'est ce que je vais essayer de m'assigner comme but. Alors, on serait un peu plus d'un siècle en avance. Le thème qui nous rassemble ici n'aurait pas suscité une réunion. Pourquoi? Parce qu'il repose sur l'idée quand même qu'il y a des électorats différents selon les partis politiques, et qu'il y a donc des régularités sociales dans le fait de voter, de se dire proche de la gauche, de la droite, etc. Savoir que ça n'a pas toujours été l'idée dominante. Au XIXe siècle, la théorie qu'on qualifie aujourd'hui de naïve de la démocratie nous disait « mais les gens ils se déterminent individuellement ». Et donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des électorats très différents, avec des caractéristiques sociales constantes dans le temps. On a un exemple, Durkheim, le fondateur de la sociologie, n'a pas introduit la sociologie politique dans ces catégories de sociologie. C'était pas dans l'univers politique, c'était le domaine de l'opinion individuelle proprement. Et pendant longtemps, on a vécu là-dessus, et le premier qui a fait bouger cette idée, c'est quelqu'un qui s'appelle André Siegfried, et qui... Voilà. Et qui a proposé en 1913 un livre intitulé « Le tableau politique de la France de l'Ouest », où il examine les résultats électoraux de tout l'ouest de la France. Il a fait un travail de bénédictin. Il a regardé pendant toute la Troisième République comment votaient les différentes circonscriptions législatives, et même les cantons. Et il s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a des cantons, des circonscriptions de droite, qui votent presque toujours à droite, d'autres qui votent presque toujours à gauche. Et donc, voilà, le vote, certes, c'est individuel, le choix politique, certes, c'est individuel, mais derrière tout ça, il y a des régularités sociales. Sinon, il n'y a pas de raison qu'il y ait comme ça dans le temps une telle continuité. Donc le vote, le choix d'un parti, ce n'est pas le simple produit d'un choix individuel, comme on le pensait jusqu'à présent. Il existe, alors, ce qu'il appelle dans le vocabulaire de l'époque, des tempéraments politiques. Et suivant les endroits, il y a des régions qui votent à gauche et d'autres qui votent à droite. Il y a eu dans cet esprit, d'ailleurs, des travaux qui ont été faits sur Paris, en l'occurrence. Ça montrait bien aussi que dans Paris, il y a des tempéraments politiques très opposés pour un certain nombre de raisons. Donc voilà, notre objet est maintenant légitime. Il a été posé dans le champ des idées par un livre, et depuis, eh bien, on a essayé d'approfondir cette idée d'un lien entre les partis politiques et leur électorat. Alors, on le fera en 3 temps. D'abord, le fait que dans l'après-guerre, ça a été une évidence, il y avait des électorats distincts, selon les grands partis, donc à l'époque du lien fort. Ensuite, à la fin du XXe siècle, il y a eu l'idée d'un déclin de ce lien. On verra pourquoi et à cause de quoi. Et je conclurai sur mon analyse, que je partage avec beaucoup d'autres, qui est qu'il y a néanmoins toujours une certaine forme de permanence des déterminations sociales du vote, même s'il y a des formes de renouvellement, heureusement, parce que sinon on s'ennuierait. Alors, le lien fort. Le lien fort, on va examiner deux variables essentielles. La variable de la position sociale, d'une part, et la variable de la religion, de l'autre. Siegfried, pour repartir de lui, et souvent il en est resté une idée qu'il est effectivement écrit dans son livre, le granit vote à droite et le calcaire à gauche. Effectivement, il l'écrit d'une certaine façon dans son livre. Bon, il y a une explication, on y reviendra dans les questions si ça vous intéresse. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est l'idée qu'il y a un lien derrière cette histoire de géologie avec les structures sociales, la composition sociale, avec aussi la religion d'ailleurs, on verra de ce point de vue-là. Mais on le caricature là-dessus, il a dit ça, mais il a dit tout de suite qu'il y a beaucoup d'exceptions à ce modèle. Par exemple, je vous ai mis là l'idée que dans le Léon, en Bretagne, il y a de la petite propriété, donc en principe ça aurait dû faire vote de gauche, mais il y a un fort encadrement religieux, et donc au bout du compte, c'est une région qui est à droite. Donc c'est un modèle complexe en l'occurrence,
mais fait émerger une réalité et une idée. Plus récemment, une citation de Lipset, qui est un politiste américain de la fin du XXe siècle. Dans presque tous les pays économiquement développés, les groupes avec un revenu faible votent principalement pour les partis de gauche, alors que les groupes avec un haut niveau de revenu, dans les tranches de revenus les plus élevées, votent pour l'essentiel à la droite du spectre politique. Façon de formuler les choses de façon un peu plus récente, mais qui montre bien que voilà où on en est dans l'après-guerre, sur cette idée qu'il y a vraiment un lien entre la position socio-économique, on va dire, et l'autre. Qu'est-ce que nous disent les données des enquêtes dans l'exemple de la France? Il y a un livre important sur les questions qui nous rassemblent aujourd'hui, c'est un livre de Guy Michelat et Michel Simon, Classe, religion et comportement politique, qui est apparu en 1977, et ils ont étudié la France des années, disons, 60. Et vous voyez donc quel est le vote, là, par catégorie sociale, en France, à l'époque. C'était l'époque où d'un côté la gauche était dominée par le Parti communiste, de l'autre côté la droite par le gaullisme, donc ça se lit en ligne. Vous voyez que les agriculteurs sont très majoritairement à droite, à l'époque. Les patrons de l'industrie et du commerce aussi, 49% à droite contre 25% à gauche. Les professions libérales et les cadres supérieurs aussi, 49% à droite contre 24% à gauche. Les cadres moyens, ça s'équilibre, 44-42. Et les catégories populaires, employés et surtout ouvriers, sont très majoritairement à gauche. Voilà un peu l'état des lieux tel qu'on pouvait l'observer dans l'après-guerre. Michel Simon, c'est un classique, c'est un livre compliqué. Et ils sont allés beaucoup plus loin. Ils sont allés plus loin et ils se sont dit, après tout, oui, bien sûr, la profession d'individu, ça compte. Il n'y a pas non plus seulement sa profession lui, il y a aussi finalement qu'est-ce qu'il se sent. Vous savez, c'est l'époque, le Parti communiste disait, oui bien sûr, mais on a des intellectuels qui certes ne sont pas des ouvriers, mais qui sont des communistes et qui de ce point de vue-là votent communistes. Donc ils ont conjugué cette analyse avec une autre analyse qui est donnée non pas seulement en classe sociale objective, comme on peut le faire avec la profession, mais en ce qu'ils ont appelé la classe sociale subjective. Ils demandaient aux gens, est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à une classe sociale? Il y a ceux qui disent non, donc ça c'est réglé, et il y a ceux qui disent oui. Ceux qui disent oui, on leur demandait laquelle. Et de ce point de vue-là, vous aviez un certain nombre d'individus qui, sans être ouvriers, par exemple, moi j'ai le sentiment d'appartenir à la classe ouvrière. Donc ça c'est un deuxième niveau, et ces deux niveaux se combinent très bien. Regardez, on peut le voir ici, je ne sais pas si on voit bien, mais donc on pouvait avoir, là c'était la question des attributs ouvriers dans la colonne de gauche, c'est le fait d'être ouvrier soi-même, ou bien, éventuellement, d'être fils d'ouvrier. Donc on a 0 attribut ouvrier si on n'est pas ouvrier, si son père n'est pas ouvrier, et deuxième attribut si son épouse n'est pas ouvrier ou époux. Voilà. Ça c'est une logique en termes d'attributs. Et l'autre logique, c'est ce que j'ai évoqué à l'instant, le sentiment d'appartenance. Est-ce qu'on se sent appartenir ou pas à la classe ouvrière? C'était la question qui nous changeait pas. Et vous voyez que ces variables se combinent. On va prendre la colonne Parti communiste. C'est plus simple. Vous voyez que plus, à chaque fois, quand on a le sentiment d'appartenir à la classe ouvrière, on vote plus fréquemment que le communiste. Si on n'a pas de sentiment, si on est ouvrier, fils d'ouvrier, et époux d'ouvrier, on a 2 attributs ouvriers, eh bien, 22% vote communiste s'il n'y a pas de sentiment d'appartenance de classe, 30% si on a le sentiment d'appartenir à une classe, mais pas la classe ouvrière, et 43% si on a le sentiment d'appartenir à une classe ouvrière. Si on a un attribut ouvrier, par exemple on est uniquement ouvrier soi-même, 12% s'ils n'ont pas d'appartenance de classe, 20% vote communiste s'ils disent « Ah oui, j'appartiens à une classe, mais j'appartiens à la classe moyenne, j'appartiens à... » et 33% s'ils sont ouvriers et qui disent « Oui, je suis ouvrier, mais par ailleurs, j'ai le sentiment d'appartenir à la classe ouvrière. » Et s'il y a 0 attribut ouvrier, là, pour autant, vous voyez que même si on n'a aucun attribut ouvrier, si on est cadre, si on est commerçant, mais qu'on a le sentiment d'appartenir à la classe ouvrière, eh bien, 31% votent pour le Parti communiste. Donc vous voyez, une analyse subtile, hein, très élaborée, qui combine à la fois l'appartenance objective, la profession, à la classe ouvrière, et puis le sentiment d'appartenir ou pas à cette classe sociale.
Donc voilà, l'après-guerre, c'est la force du lien entre classe sociale et parti politique. Le livre de Michel et Simon mettait aussi l'accent sur une deuxième variable, qui est la variable de la religion. Alors, dans le tableau politique de la France de l'Ouest, elle était déjà présente, la religion, comme variable. Donc chez Siegfried, là je vous ai mis une citation, à l'exception de la classe supérieure, l'esprit protestant est plutôt démocratique, égalitaire et séculier. Si le protestantisme, je dis le protestantisme populaire, était diffusé, il favoriserait le développement de l'orientation démocratique. Donc il voit là déjà la différence entre protestantisme et catholicisme, hein, qui est, même s'il étudie la France de l'Ouest où il n'y a pas beaucoup de protestants, dans les cantons qu'il a étudiés, il a vu ça. C'était le protestantisme de l'époque, hein, c'est-à-dire un protestantisme de tradition calviniste et luthérienne. Ce n'était pas du tout le protestantisme évangélique, évidemment, auquel nous on pense aujourd'hui, hein, qui n'existait pas à l'époque en France, c'était l'autre protestantisme. Et dans sa géographie électorale de l'Ardèche, de nouveau, il reconnaît le rôle de la religion. L'Ardèche, c'est bien parce qu'il y a des cantons catholiques et des cantons protestants. Donc c'est idéal, c'était une des régions des guerres de religion. Et donc, sous la Troisième République, nous dit-il, le facteur religieux domine la vie politique. Alors pour l'instant, j'étais un peu franco-centré, mais il faut aussi regarder ce qui se passe ailleurs et les analyses qui viennent d'ailleurs. Évidemment, aux États-Unis, on a un peu redécouvert tout ça, et c'est un sociologue qui s'appelle Lazar Sfeld, un peu connu, qui a découvert tout ça dans un livre qui est paru en 1944, The People's Choice. Et donc, il énumérait 3 facteurs: le statut socio-économique, la religion et le lieu de résidence. Et il expliquait que ces 3 facteurs expliquaient ce qu'on appelle aux États-Unis l'identification partisane, c'est-à-dire le fait de se dire proche des républicains ou des démocrates. Et donc, du point de vue religieux, les protestants se sentaient davantage républicains et les catholiques plus fréquemment démocrates. Ça, c'est le contexte américain, on y reviendra si vous voulez. En Europe, c'est différent. Et puis, évidemment, plus le statut socio-économique était élevé, plus ils se sentaient républicains. Et en revanche, ceux de statut économique faible se sentaient plus volontiers démocrates. Donc, vous voyez qu'on a un certain nombre d'indicateurs et d'études qui montrent bien que eh bien, le fait de se sentir proche de tel ou tel parti politique, et a fortiori le fait de voter pour tel ou tel parti politique, c'est pas du hasard, et que ça renvoie bien à des facteurs sociaux, et donc notamment à la religion, après la classe sociale. Alors, la question c'est que si on revient en Europe, je vous ai dit, en France par exemple, parce que c'est quand même le plus proche, les protestants, ça n'existe pas beaucoup, et donc la question, elle n'est pas tant, si on veut utiliser la religion, dans les différentes de confessions religieuses, même si on parlera, si vous voulez, de l'islam tout à l'heure, mais elle était à l'époque des années 60, dans la question opposition entre catholiques et les personnes qui se disaient sans religion dans les empires. Et donc il a fallu un peu cerner le rapport au catholicisme et donc mesurer, et pour ça, ce rapport au catholicisme, pour avoir une échelle, et là l'idée a été d'utiliser la pratique religieuse, avec la question, en dehors des mariages, des enterrements et des baptêmes, tous les combien assistez-vous à un service religieux? Plus d'une fois par semaine, une fois par mois, seulement pour quelques fêtes, une fois par an, moins souvent, etc. Alors, les catholiques pratiquants réguliers, au début, c'était seulement la catégorie 1. Progressivement, on l'a étendu à la catégorie 2 et même à la catégorie 3, parce qu'il y en avait moins. Les catholiques pratiquants occasionnels, au départ, ils sont centrés autour de la catégorie 4, ceux qui vont à la messe pour les grandes fêtes, voire une fois par an, et en dessous, c'est les non-pratiquants. Alors, si on regarde ça, eh bien, là aussi, la relation avec le vote, elle est très proche. Voilà, alors, c'est encore ça, on avance, on se rapproche d'aujourd'hui, on est dans les années 70, les législatives de 78. Vous voyez que les pratiquants réguliers, donc dominicaux ou mensuels, eh bien, à 75%, ils votent à droite et à 14% à gauche, dont 2% pour le PCE. Les pratiquants occasionnels, eh bien, ils votent à 54% à droite, à 32% à gauche, dont 9% pour le PCE. Les non-pratiquants, 33% à droite, 49% à gauche, 19% pour le PCE. Et les sans religion, 12% à droite, 70% à gauche, donc 40% pour le PCE. Vous voyez l'impact considérable de la pratique religieuse et de l'appartenance religieuse sur le vote.
Et vous observez d'ailleurs que cet impact est plus important même que celui de la catégorie socio-professionnelle qu'on parlait tout à l'heure. Hein, parce que quand même, quand on va des sans religion aux pratiquants réguliers, le vote de droite est multiplié par 6. Tout à fait considérable. C'est très rare que, en sociologie, on aime bien quand on fait des tableaux comme ça, avoir des beaux écarts. Là, c'est difficile de faire. Bon. Alors, après, on a fait le constat. Ils ont essayé, c'est toujours Michel Simon là, de voir, de combiner les deux variables, et en essayant de combiner les deux variables, ils ont permis, ils sont arrivés à ce constat que la classe ça jouait, mais la religion encore plus. C'est d'autant plus amusant que cette enquête au départ était une enquête financée par le Parti communiste. Et que, parce que Simon était un membre du bureau politique du Parti communiste, et alors Michelin, qui a déjà travaillé sur la religion, il dit ouais, mais ça serait bien quand même de mettre la religion dans l'enquête. Il a dit ouais, la religion dans l'enquête, bon oui, pourquoi pas. Et au bout du compte, on arrivait à cette conclusion. Et voilà, c'est une preuve qu'il faut savoir se laisser surprendre par ces résultats, que eh bien, la religion c'était même plus important que la classe sociale pour expliquer. Alors, maintenant qu'on a vu que le lien existait en tous les cas, qu'il était même très fort, est-ce qu'il existe toujours? Et donc là, il y a eu un certain nombre d'interrogations, on va dire à partir des années 1980. À partir des années 1980, où il y a eu un certain nombre de signes qui montraient que les choses se compliquaient et se transformaient. D'abord, il y a eu un certain nombre de transformations sociales. Il y a eu, on verra après, les effets d'un mouvement de sécularisation religieuse. Et donc, il y a eu l'idée, évoquée à l'introduction, d'une mobilité électorale, éventuellement d'un nouvel électeur. Et puis, il y a eu l'émergence de nouvelles formations politiques. Je prendrai l'exemple du Front National. Sur les transformations sociales, je vais vite, on connaît tout ça. Donc, la population active se transforme, le secteur primaire recule, le secteur secondaire, après avoir progressé, finit par décliner en France à partir des années 70. Le secteur tertiaire, lui, il augmente continuellement. Et évidemment, tout ça, ça a des effets sur la structure, sur la composition professionnelle. On voit ici, les ouvriers, qui étaient 39% de la population active en 65, sont à 24% en 2005, et j'ai regardé, ils ont encore perdu 2-3 points depuis. Les employés, en revanche, ont progressé, maintenant ils stagnent. Les professions intermédiaires ont progressé, elles continuent, elles ont dépassé les ouvriers. Les cadres et professions intellectuelles supérieures ont progressé, elles ont continué. Les artisans, commerçants, chefs d'entreprise, ils stagnent. Maintenant, ils sont toujours entre 6 et 7%. Les agriculteurs, maintenant, ils sont descendus en dessous de 2%, à tel point que ça n'est plus une catégorie à part entière dans les enquêtes, parce qu'ils sont devenus trop peu nombreux pour qu'on puisse faire des échantillons qui en rassemblent un nombre suffisant. Bon, ça, c'est l'évolution des catégories socio-professionnelles. En tant que tel, ça ne nous dit pas que le lien entre les partis politiques et les électorats va s'affaiblir. Ce n'est pas parce qu'il y a moins d'ouvriers qu'ils vont moins voter communiste. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'il y a moins de cadres supérieurs qu'ils vont moins voter à droite, et supposer qu'ils votent à droite, c'est plus compliqué. Mais ça transforme quand même la structure de l'électorat. Ça transforme la structure de l'électorat. Le Parti communiste jouait toujours dans la préguerre sur une ambiguïté. Il disait qu'il était le premier parti ouvrier de France. En fait, c'était un peu plus compliqué que ça. Ça voulait dire qu'il était le parti dans lequel l'électorat ouvrier était le plus important, ça c'est vrai, c'est-à-dire sur 100 électeurs communistes, il y avait une majorité d'ouvriers, mais dans l'autre sens, ça n'est pas vrai, c'est-à-dire que la majorité des ouvriers ne votait pas communiste. La majorité, il y a toujours eu beaucoup d'ouvriers qui ne votaient pas communiste. La thématique des partis ouvriers a toujours été survécue là-dessus. Mais donc avec de moins en moins d'ouvriers, il y a quand même une base électorale qui est en train de s'effriter. Alors, juste une petite notation pour voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Si on essaye de mesurer ça, il y a un sociologue britannique qui a fondé un indice, l'indice d'Olford, et qui nous dit, voilà, la façon de voir ça, c'est de voir le pourcentage d'ouvriers votant pour la gauche, moins le pourcentage de non-ouvriers, employés, cadres, etc., qui votent pour la gauche. Donc vous voyez, dans le pays 1, là, s'il y a 70% des ouvriers qui votent à gauche et 30% à droite, et s'il y a 40% des non-ouvriers qui votent à gauche et 60% à droite, eh bien, ça nous fait un indice Stolford de 70 moins 40, c'est-à-dire de 30.
Et si vous avez un pays où vous avez 100% des ouvriers qui votent à gauche et 100% des non-ouvriers qui votent à droite, vous avez un indice d'Oxford qui va être à ce moment-là maximal, de 100, et de l'autre côté, là, vous aurez un indice de 0. Donc l'indice d'Oxford, qui varie entre 100 et 0, est une façon de mesurer quel est le lien entre la gauche et la classe ouvrière. Et eh bien, quand on fait ça dans différents pays, comparer les pays, quand on fait ça dans différents pays, eh bien, on constate ce que vous constatez là, c'est-à-dire une baisse. L'Arc-Philippe VII avait titré un papier, est-ce que les classes sociales sont en train de mourir? Parce que c'est l'indice d'Oxford qui est décrit ici. Et vous voyez que par exemple en Suède, il était de 50% en 1950, et qu'il descend gentiment à 30% en 1985. Et c'est pareil, en tous les cas, dans ces pays-là, en Grande-Bretagne, en Allemagne, mais la pente à chaque fois est une pente négative. Donc, là, on n'est pas seulement dans le fait qu'il y a moins d'ouvriers, mais dans le fait que les ouvriers votent de moins en moins à gauche. Donc là, il y a une vraie interrogation sur le lien entre catégorie sociale et vote. Deuxième interrogation, le lien entre religion et vote. Là, il faut dire un mot du phénomène de sécularisation. Alors, la sécularisation, c'est un vieux mot, mais qui désormais qualifie alors, plusieurs choses. On a trouvé jusqu'à 8 sens. Sécularisation, là j'en ai retenu 3. Déclin de la religion comme institution dans les pays industriels, déclin des pratiques et des comportements religieux, et déclin des croyances religieuses individuelles. Surtout les deux derniers qui vont nous retenir. Alors il y a un certain nombre d'auteurs classiques sur cette sécularisation. Peter Berger, en particulier, un des très grands sociologues américains, ou Brian Wilson, qui lui est britannique. Avec la sécularisation, bon, je passe sur les définitions, le processus par lequel des secteurs de la société et de la culture sortent de la domination des institutions religieuses et des symboles. Il y a deux courants d'interprétation de la sécularisation. Il y a le produit de l'évolution socio-économique, Marx et Engels, analyse sur la superstructure, savoir que l'industrialisation capitaliste est grossière une classe ouvrière promise à la décristallisation et que la religion, opium du peuple, se trouve, de ce point de vue, condamnée. Bon, il se trouve que l'industrialisation capitaliste, contrairement à ce que pensait Marx et Engels, ne fait pas grossir la classe ouvrière. On vient de voir que c'était plutôt l'inverse de la période, mais c'était ça leur théorie. Il y a une deuxième théorie de la sécularisation qui est prêtée à Max Weber, avec cette thématique de la rationalisation qui concernerait tous les domaines de la société. Ce qui est vrai, en tout état de cause, c'est que, un peu comme pour la classe ouvrière, eh bien, les catholiques pratiquants déclinent dans l'après-guerre. Le nombre de catholiques pratiquants recule. Je vous disais tout à l'heure que pour les pratiquants réguliers, il avait fallu décaler les catégories, puis introduire ceux qui n'allaient à la messe qu'une fois tous les mois. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, et donc il y a un vrai recul dans l'après-guerre, en Europe en tous les cas. Bon, donc, de ce point de vue-là, il y a aussi une interrogation, parce que c'est gentil, la variable de dire la religion c'est important pour le vote, mais s'il n'y a plus personne dans le camp de la religion, le problème est réglé. Bon. Oui, mais, comme vous le savez, depuis les années 80, nous avons vu ce qui a parfois été appelé le retour du religieux. Bon, les grandes étapes, Jean-Paul II, pape en 78, la révolution islamique en 79 avec Khomeini, et la vitalité du christianisme évangélique dont on parlait tout à l'heure en Amérique latine, aux États-Unis, en Afrique. Donc, les choses ne sont pas si claires, même si les évolutions sont incontestables sur avant. Et s'agissant de l'islam, évidemment, les choses se sont accentuées avec une présence plus importante de l'islam, non seulement dans l'actualité, mais aussi dans la population. Alors, ça va pas. Voilà. Et donc, un certain nombre de sociologues nous ont dit il y a une sécularisation, donc c'est plus la peine de parler de religion dans les sociétés modernes. Du coup, ils ont inversé leur rôle. Je parlais tout à l'heure de Peter Berger, qui nous avait décrit la sécularisation. Là, il nous fait à ce moment-là, en 2001, un livre intitulé Le réenchantement du monde. Le réenchantement du monde, c'est par rapport à Weber. Weber nous disait qu'il y avait un recul, en tous les cas, des croyances diverses, qui parlait du désenchantement du monde. Et là, Peter Berger, théoricien de la sécularisation, nous dit quelques années plus tard, il y a un réenchantement du monde, donc une remontée
de la sécularisation, mais après tout, seul l'idiot ne change pas d'avis, et puis ce n'est pas que ça va regarder des faits, et ça va pouvoir dire je me suis trompé, etc. Le débat est compliqué, on va passer là-dessus. En fait, ce qu'ont dit les dernières analyses, c'est que d'abord, il faut faire attention parce que le cas européen, il est un peu particulier. L'Europe, par rapport aux États-Unis en particulier, est un pays où la religion a baissé beaucoup. Et donc, pendant longtemps, on constatait que la religion baissait en Europe, et on disait, donc elle baisse partout. Et puis on disait, oui, mais il y a une exception américaine. Parce qu'aux États-Unis, elle ne baissait pas, on voit encore de nos jours, Lyndon B. Trust, le président des États-Unis, qui prête serment sur la Bible et tout ça. Et puis on a fini par se dire, oui, mais finalement, est-ce que l'exception, elle n'est pas européenne? On parlait d'une exception américaine, mais ce n'est pas une exception européenne, et est-ce que l'histoire de la sécularisation, c'est pas en fait une erreur? Donc il y a eu un certain nombre de travaux, vous pouvez lire notamment les travaux en français de Daniel Hermieux-Léger avec Wes Davis sur le... Bon, donc, voilà, interrogation sur le poids de la religion dans le vote. On verra tout à l'heure que quelles que soient les évolutions quantitatives, il continue d'être, vous verrez, tout à fait efficace. Maintenant, à la fin du XXe siècle, il y a une autre interrogation, en liaison avec celle-ci, qui apparaît, qui est celle de la mobilité électorale. Évidemment, la mobilité électorale, par rapport au modèle que je vous ai montré, ça interroge. Ça interroge, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup d'alternance, et voire des électeurs qui changent d'avis. Et donc ça, c'est plus du tout le modèle des années 60, où on avait l'ouvrier communiste, le catholique qui vote à droite, etc. Donc ça va beaucoup occuper la littérature à la fin du XXe siècle. Avec, y compris, la question de savoir s'il n'émergerait pas ce qu'on appelait à l'époque un nouvel électeur. Alors, donc, vieux clivages sociaux en recul, baisse des différences socio-économiques, baisse de la religion, une baisse de l'identification partisane. Alors, j'ai un peu utilisé ce terme jusqu'à présent, mais une des choses qu'on mesure pour faire le lien entre l'appartenance sociale des individus et le vote, c'est de leur demander est-ce que vous vous sentez proche d'un parti politique? Il y en a qui disent ah non. Ça c'est réglé. Puis ceux qui disent oui, on leur demande évidemment lequel. Et c'est toujours intéressant de voir, parce que ça fait la médiation, vous voyez, entre l'individu et le vote. C'est sûr que si vous vous sentez proche du Parti communiste, il y a peu de chances que vous votiez pour les républicains et réciproquement. C'est un concept qui a été très utilisé aux États-Unis, qui vient des États-Unis, parce que aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Aux États-Unis, vous rencontrez quelqu'un, il vous dit je suis républicain, je suis démocrate. Bon. Donc le concept d'identification partisane a beaucoup été très tôt utilisé. En France, c'est plus compliqué, il faut prendre des précautions, mais malgré tout, il y a des gens qui disent de quel parti ils se sont proches. Et aux États-Unis, on a vu que l'identification partisane était de moins en moins prédictive du vote. À un moment, on s'est dit, parce qu'avant, il suffisait de se dire démocrate, on votait à 95% démocrate. Si on se disait républicain, on votait à 84% républicain. Petit à petit, on a le sentiment, dans l'après-guerre, dans les années 70, 80, que tout ça, ça bouge, quoi. Tout ça, ça bouge. Donc, le lien entre le parti et les catégories sociales est plus grand. Et puis, aux États-Unis, ceux qui se disent ni républicains ni démocrates, c'est ce qu'on appelle les indépendants. Et on a le sentiment, on a l'impression, à partir des années 70-80, que les indépendants augmentent. Donc tout ça va un peu dans le sens d'un changement de monde. On avait avant un monde clivé par des partis politiques, qui structuraient les choses, et on aurait un dégel de tout ça. Il y a d'autres indices qui vont dans le même sens à l'époque. Il y a la réponse, par exemple, à la question de l'enquête, les notions. Est-ce que, d'après vous, les notions de droite et de gauche sont dépassées? Il y avait 33% de réponses positives en 81, 49% en 84. Entre-temps, la gauche avait connu l'exercice du pouvoir, et donc, en tant que tel, ça avait nuancé un certain nombre de choses. Plus de 60% dans les années 90, je ne vais pas regarder où on en est aujourd'hui, mais ça a augmenté. D'où l'idée, voilà, d'un processus de désaffiliation politique. Les électeurs seraient moins liés à un parti politique et auraient moins une orientation politique, comme ils ne sont plus d'avoir dans le passé. Et donc deux ouvrages qui ont un peu marqué les années 80, avec, bon, il y a un point d'interrogation,
voilà, prudent. Mais voilà, est-ce que l'électeur français devient-il individualiste? Est-ce qu'il échappe à ses appartenances sociales pour finalement voter indépendamment de ses appartenances sociales, uniquement comme on le pensait au 19e, en son âme et conscience? Voilà. Alors, il y a un certain nombre quand même de faits qui effectivement amènent à réfléchir. Par exemple, la multiplication des alternances politiques. Les alternances politiques en tant que telles, et c'est vrai qu'à partir de 81, elles ont été systématiques. 81, 86, 88, 93, 97, 2002, il faut prolonger, évidemment, puisque après 2002, il y a eu 2007, après 2007, il y a eu 2012, là je m'arrêterai pour la suite, mais vous voyez que une des caractéristiques quand même, hein, c'est que, on va rentrer dans des détails tout à l'heure, mais depuis la crise, en fait, depuis les années 70, depuis 78, tous les occupants effectifs du pouvoir ont été battus. Chacun argument. Celui qui effectivement exerçait le pouvoir sur la dernière période a systématiquement été battu. Voilà, pour rapprocher le contexte. Alors, après, on ne fait pas de prédiction comme une prophétie et on n'a pas en plus d'éléments. Il y a des éléments qui peuvent expliquer la complexité dans une situation de chômage massif de sortir vainqueur d'élection. Parce que d'une façon ou d'une autre, aucun des gouvernements en place depuis une trentaine d'années n'a eu des résultats considérables dans la lutte contre le chômage. Par exemple, ça peut expliquer ça. Mais donc ça amène à réfléchir sur nos électeurs, leur lien avec les partis, machin. Et puis, autre changement majeur, pas indépendant d'ailleurs de la crise structurelle que connaissent les pays occidentaux depuis les années 70, l'émergence de nouveaux partis, les partis d'extrême droite, en France et en Europe, on appelle d'ailleurs plus généralement les partis populistes, et puis, dans un tout autre ordre d'idée, les partis écologistes. Donc il y a plein de choses qui bougent, et qui ne sont plus du tout dans les clivages politiques un peu, on dit, gelés, qu'on constatait dans le premier appel. Alors, là, il y a un auteur qu'on peut utiliser, qu'on a redécouvert du coup à l'époque, qui avait écrit dans les années 60. C'est un économiste en fait qui a essayé, et les économistes font ça de temps en temps, d'appliquer le modèle de l'économie à l'économie à la science politique, à la sociologie politique. Et donc, il était parti du postulat, alors c'est un économiste néoclassique, des libéraux, il avait pris le principe de l'électeur rationnel. Donc chaque parti cherche à augmenter les votes qui se portent sur ses candidats, chaque électeur, lui, cherche à maximiser ses bénéfices. Alors, les bénéfices, ça peut être une baisse d'impôts, ça peut être plein de choses suivant la catégorie sociale à laquelle on appartient. Et donc l'électeur est capable de choisir, de hiérarchiser, et donc eh bien, il fera le même choix s'il est confronté à la même chose. Il va regarder le programme, il va regarder un certain nombre de choses. Bon, c'est intellectuellement amusant, je n'ai jamais considéré que c'était très efficace. Voilà un exemple de ce que ça peut donner. Vous voyez, quand vous avez deux candidats, à gauche, droite, eh bien, forcément, s'ils veulent gagner, ils ont tous intérêt à se mettre au centre. Parce qu'évidemment, les électeurs, quand on est à droite, les électeurs qui sont plus à droite sont supposés être captifs, et quand on est à gauche, les électeurs qui sont plus à gauche sont captifs aussi. Et donc l'idée de Down, c'est de dire, ben voilà, donc ils vont se rapprocher, ils vont se mettre au centre, et donc c'est le théorème de l'électeur médian qui est qu'au bout du compte, le candidat 1 et le candidat 2 sont collés complètement au centre de l'échiquier politique. Sauf que c'est faux. Sauf que c'est faux, parce que, évidemment, d'abord, il y a une chose qu'il oublie, en l'occurrence, c'est que si on est un électeur de gauche qui se met vraiment au centre, ben, on risque d'avoir beaucoup d'abstention à l'extrême gauche, et pareil à l'extrême droite. Donc si on gagne d'un côté et qu'on perd de l'autre, ça ne marche pas, ça ne vaut pas le coup. Et puis, il y a quand même un peu de conviction idéologique et un certain nombre de choses. Et de toute façon, il y a aussi des cas où il y a plus de deux candidats, et c'est ce qui se passe quand même au premier tour. Donc on va essayer de ça de côté. Donc, mais voilà, il y a eu un peu cette idée-là d'émergence d'un nouvel électeur. Et puis, dernier point de cette deuxième partie, avant de passer à la troisième, je vais prendre un exemple, parce que c'est quand même un des aspects qui perturbe le plus le modèle des années 60, 70, etc.
prendre l'exemple du Front National. On va regarder ensemble quel est l'électorat du Front National. On a vu que dans les années 60-70, c'était clair, hein, voilà, on voyait comment les choses fonctionnaient, et comment ça marche avec l'électorat du Front National. Alors, du point de vue de la profession, là, il y a toutes les élections présidentielles, 88, 95, 2002, 2007, 2012, et il y a l'élection régionale de 2015. Donc vous voyez, ça c'est le résultat du Front National, dans ces différents candidats, 15%, 15%, 17, 11, 18 et 29 au régional. Si on regarde en fonction de la profession de la personne interrogée, donc ça se lit, 10% des agriculteurs en 88 ont voté pour Le Pen. 10% en 95, 22% en 2002, il a baissé en 2007, 21% en 2012, puis en 2015, je vous ai dit, on n'a plus assez, donc voilà. Donc vous voyez l'évolution, il y a une progression partout. Ce qui est quand même massif, c'est ça. J'espère que vous voyez bien. C'est les 52% des ouvriers qui ont voté pour le Front National en 2015. Donc le parti, voilà, de ce point de vue-là, ça a des conséquences tout à fait considérables. Plus d'un ouvrier sur deux a voté pour le Front National en 2015. Il y a des conséquences en chaîne, parce qu'évidemment, c'est pour le Front National, il vote plus pour les autres, etc. Bon. Donc vous voyez qu'il y a quand même des choses qui changent de façon considérable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de détermination sociale, hein, puisque, voilà. Mais ça veut dire que, quand même, le monde a changé, et il faut donc réviser un certain nombre de choses. Vous voyez plus généralement que le fait de voter pour le Front National est, d'un côté, la caractéristique des catégories populaires, et de l'autre côté, des petits patrons. Ça, c'est classique, mais les petits patrons sont très en dessous, malgré tout, maintenant, aujourd'hui, des ouvriers, dans leur chance statistique de voter pour le Front National. Il y a une variable qui n'est pas, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais qui est importante, qui est la variable du niveau d'études. Donc, études primaires, collège, le bac, bac plus 2, supérieur. Vous voyez qu'en 2015, quand même, la variable, ceux qui ont moins de chances de voter pour le Front National, ce sont les diplômés d'études supérieures. Alors, on va mettre à part ceux qui ont un niveau d'études primaires, hein, mais vous voyez que Simon, parce que quand on est tout en bas, on ne vote pas pour le Front National. C'est ceux qui ont un petit niveau d'études. Un niveau d'études, un second degré pas terminé, vous voyez, un niveau d'études collège, choses comme ça. Ceux-là, 45% pour le Front National. Et puis après, le niveau d'études, le niveau de vote baisse. Le bac, on descend à 36% en 2015. Le bac plus 2 à 19% et supérieur à 15%. Donc ça, c'est aussi, ça doit nous permettre de bien comprendre aussi, c'est important pour comprendre ce. Un petit mot sur la religion, parce qu'on en parlait. Classiquement, le fait d'être catholique, surtout si on est catholique pratiquant les milliers, éloigne du vote pour le Front National. Alors que le fait d'être catholique pousse à voter à droite, il dissuade de voter à l'extrême droite. Alors, vous voyez que c'est systématique, c'est les catholiques pratiquants réguliers votent moins pour le Front National que les catholiques non pratiquants, et même souvent que les sans religion. Ça, on a beaucoup dit en 2015 que ça s'était arrêté, c'est pas vrai. C'est-à-dire que globalement, les catholiques votent plus pour le Front National qu'avant, ça c'est clair, mais le fait d'être catholique pratiquant régulier, vous voyez, plus la pratique est régulière, moins on vote quand même pour le Front National. Donc de ce point de vue-là, la force continue de fonctionner. Bon, et pour finir, alors, une fois qu'on a vu cette remise en cause, qu'est-ce qu'il faut penser moi, mon idée, c'est permanence et renouvellement. Bon, je vais passer sur celui-ci, je vais laisser du temps quand même à notre discussion. Qu'est-ce qu'il en est d'abord de la position sociale? Alors, on a vu les raisons éventuelles du déclin du vote de classe, ce qu'on a appelé parfois la société post-industrielle, derrière Daniel Bell, le secteur secondaire qui recule, les changements de la classe ouvrière, le livre de Goldthorpe, l'ouvrier d'abondance, l'enrichissement de la classe ouvrière, les ouvriers étant riches, ils ne voteraient plus à gauche. Bon. Une citation, vous avez compris, j'ai bien conditionnel. La mutation des cols blancs, et puis aussi le changement culturel. On n'a pas parlé, je vais en dire un mot, et le changement de valeur.
avec un auteur important qui s'appelle Engelhardt. Qu'est-ce qu'il en est? J'ai pris 2007, mais 2012 c'est à peu près pareil. Du vote des catégories socioprofessionnelles aujourd'hui. Agriculteurs exploitants, deuxième tour Royal Sarkozy, 3/4 des agriculteurs exploitants votent à droite, moins d'un quart à gauche. Artisans commerçants, 70% à droite, 30% à gauche, tout ça, ça change. Cadres de profession intellectuelle supérieure, ça c'est une des choses que les gens plus générales, mais les cadres de profession intellectuelle supérieure votent quand même majoritairement à droite, même s'il y a des différences. Professions intermédiaires, là clairement maintenant, les professions intermédiaires, vous voyez la différence d'avant, sont majoritairement à gauche. 54% contre 40%. Mais, et c'est ça qui est nouveau, les catégories populaires, qui avant votaient majoritairement à gauche, votent majoritairement à droite. C'est ça qui est ignoré. C'est ça qui est ignoré. Probablement, s'agissant de Sarkozy, un vote de premier tour pour le Front National a aidé ce genre de choses. Un vote de premier tour pour le Front National qui s'est traduit au deuxième tour par un vote pour Sarkozy. Et c'est ça quand même un grand changement. Les catégories populaires, dont l'IPSET nous disait, quand on n'a pas de revenus, on vote toujours à gauche. Et bien, là, maintenant, quand on a des revenus faibles, vous voyez qu'on vote majoritairement à droite. Donc on a un changement des... Alors, ça ne veut pas dire que donc il n'y a plus... Vous voyez, un point quand même très important. Ce tableau nous montre des changements. Mais il ne nous montre absolument pas que l'électeur est devenu individualiste et qu'il n'y a plus de détermination sociale du vote. Et vous direz, mais s'il n'y avait pas de détermination sociale du vote, comment serait ce tableau? Bien, s'il n'y avait pas de détermination sociale du vote, on aurait 47-53 sur toutes les lignes. Or, vous voyez qu'on en est très loin. On en est très loin. Il faut toujours avoir ça à l'esprit, c'est-à-dire se dire, bon, finalement, ça nous dit qu'il y a un lien, mais s'il n'y avait aucun lien, qu'est-ce que ça fait? S'il n'y avait pas de lien, eh bien, on aurait 47-53 sur toutes les lignes, et ça voudrait dire que, quelle que soit sa catégorie sociale, on vote pareil. Je crois qu'on voit ici que ça n'est pas le cas du tout. Bon, donc, il y a des changements, il y a toujours un clivage salarié indépendant, ça c'est important. Les salariés ont tendance à voter à gauche, les plus à gauche que les indépendants, ou plus également, les indépendants ont massivement tendance à voter à droite, voilà. Les agriculteurs exploitants, les artisans et aussi les professions libérales. Et les salariés, depuis les années 80, ils votent à gauche. C'était ce que Grimbert et Schweizgut avaient appelé l'attachement des couches moyennes salariées à la gauche, à l'époque notamment au PS. Avec donc un vote salarié aujourd'hui qui a une nouvelle hiérarchie. Les plus à gauche, c'est les professions intermédiaires, puis les cadres de profession intellectuelle supérieure, puis les employés, puis les ouvriers, et puis un poids du vote d'extrême droite chez l'ouvrier en France et en Europe. La religion, qu'est-ce que ça donne? Ça continue à marcher. Par exemple, appartenance religieuse, pratique et vote. Vous voyez que les catholiques pratiquants réguliers, en 2007, votaient 77% pour Sarkozy, occasionnels à 69%, non pratiquants à 58%, musulmans votaient pour Sarkozy à 5%. Les autres religions votaient pour ça. C'est pareil en 2007. Les autres religions votaient à 53%, et les sans religions votaient 2 tiers à gauche, 1 tiers à gauche. Donc, voilà, en l'occurrence, la barrière religieuse continue d'être tout à fait efficace dans les du vote. Bon, là, c'était les positions sur l'échelle gauche-droite. En France, ça revient, c'est la même chose, donc ça ne m'apesantit pas. Le vote envisagé, c'était la même chose. Je termine par ce que j'appellerais la deuxième dimension. Parce que jusqu'à présent, on a beaucoup raisonné par rapport à la classe sociale, par rapport à la religion. Ça peut être une explication du vote en termes d'intérêt. C'est-à-dire, les ouvriers votent pour la gauche parce qu'ils espèrent que la gauche va augmenter les salaires, voilà. Les catholiques votent pour la droite parce qu'ils pensent que la droite sera plus protectrice de la liberté religieuse, etc. Il y a une autre façon d'aborder le vote qui est très important, qui est de regarder du point de vue des représentations sociales, des attitudes. Et pour ça, les enquêtes, les sondages, c'est très commode parce qu'on interroge les gens sur leurs opinions et après on peut faire un travail. Là, je vais vous présenter en quelques mots simplement ce qu'avait écrit Grimbert et Schweizgut en 90, mais ça reste valable dans des termes que je vais préciser aujourd'hui, dans un papier.
il faisait ce qu'on appelle des échelles d'attitude. Une échelle de libéralisme économique et une échelle de libéralisme culturel. Faire des échelles d'attitude, c'est quoi? On pose des questions d'opinion, et puis après, on voit comment ces opinions s'articulent les unes aux autres. Évidemment, chez Monsieur X, les opinions, c'est pas au hasard. Et si on a certaines opinions, il y a de fortes chances qu'on en ait d'autres pas au hasard. On a un exemple, et après, on peut faire des échelles. Et ces deux échelles, elles sont très corrélées au vote. Exemple. Libéralisme économique et vote. Là, dans l'échelle, il y avait 4 questions. Êtes-vous d'accord avec la proposition sur laquelle l'État devrait donner davantage de liberté aux entreprises? Est-ce que vous êtes favorable ou pas aux nationalisations? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'impôt sur la fortune? Et est-ce que vous êtes favorable à la privatisation? C'est pas complètement étonnant, mais la réponse à ces 4 questions était liée. Si on répondait d'une certaine façon à une d'entre elles, il y avait des fortes chances, soit on était en gros un libéral, soit on n'était pas un libéral au plan économique. Mais ça formait une échelle. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils ont proposé, ils ont mis en évidence aussi une échelle qui est à l'époque de libéralisme culturel, avec des questions qui étaient dans des domaines variés. Par exemple, la femme est faite avant tout pour avoir des enfants et des élèves. Ah, on peut répondre oui, on peut répondre non, c'est un sauvage. L'homosexualité est vraiment condamnée. L'école doit donner le sens de la discipline et de l'effort, ou bien doit développer l'esprit critique. Il faut choisir. On devrait rétablir la peine de mort. Il y a trop d'immigrés en France. Et une société a besoin d'une hiérarchie chef. Alors, évidemment, c'est une échelle à chaque fois, hein, c'est jamais du oui-non. Hein. C'est tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord, pas d'accord du tout. Et puis quand on a ces questions, alors il y en a d'autres, hein, mais on fait tourner l'ordinateur, et puis on voit qu'est-ce qui est corrélé, qu'est-ce qui n'est pas corrélé. Et ça, c'était très très bien corrélé, et ça permettait de mesurer une attitude qu'ils ont qualifiée d'attitude libéralisme culturel. Ça continue à marcher très bien, alors un peu différemment sur des endroits. Aujourd'hui, on fait plutôt ce qu'on appelle des échelles d'ethno-autoritarisme. Mais un peu avec la même idée, hein, c'est autour des positions par rapport à l'immigration, par rapport à l'autorité, et par rapport à la sexualité. Ça, en général, ça marche très bien. Et donc, eh bien là, on se rend compte que, à côté de la dimension classique et la dimension libéralisme économique, on a sur la question libéralisme culturel une deuxième dimension qui structure désormais l'espace politique. Alors évidemment, les partis d'extrême droite, c'est très lié à la question lutte contre le libéralisme culturel. Hein. C'est-à-dire que c'est par hostilité à l'immigration, par attachement à l'autorité qu'on a vu monter des partis populistes en Europe et en France aussi. Donc le libéralisme économique, ça différencie la gauche de la droite, ça continue, modéré, mais le libéralisme culturel, ça oppose l'extrême droite au reste, et secondairement seulement la droite et la gauche, encore que, un peu quand même. Donc c'est pour ça que les catégories populaires peu diplômées, qui votent souvent pour l'extrême droite, et que ce sont les cadres diplômés, avec un libéralisme culturel élevé, qui eux, votent pour la gauche. Donc on a ici, avec l'identification de cette deuxième dimension du vote, quelque chose qui permet de comprendre pourquoi, évidemment, il y a toujours des facteurs sociaux du vote, qui permet de comprendre, mais qui permet de comprendre aussi pourquoi on est passé dans un système binaire, la gauche contre la droite, à un système ternaire, la gauche, la droite et l'extrême droite. Parce que maintenant, ça se complique. Il y a bien sûr la question du libéralisme économique, de la politique sociale, etc. Il y a les questions sociales classiques, mais aujourd'hui, les enjeux culturels sont devenus tout à fait importants, dans le choix du vote. La question de la peine de mort, la question de l'immigration, la question, etc., sont des composantes moins aussi importantes. Et donc, le croisement de ces deux axes fait qu'on est passé à un monde plus compliqué de ce point de vue-là, où, contrairement à ce que pensaient certains, le lien entre ces caractéristiques sociales et le vote et les partis n'a pas disparu, mais où ce lien s'est complexifié, et finalement c'est bien de donner aux sociologues des occasions de réfléchir un peu plus, parce que sinon ils s'ennuieraient, et donc ça permet d'essayer de comprendre un monde plus complexe, qui peut-être à nous, individuellement, d'avoir une action quotidienne qui soit un peu plus éclairée. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Alain, tu prends le relais pour organiser les questions. Un seul bras, c'est pas suffisant. 2, 3, que des hommes. Ah 1, 2, 3, 4. Madame. Vous savez bien ma préférence. J'aimerais savoir quelle est votre analyse du vote à droite et stable dans le temps en Alsace. Vous avez peu parlé de l'abstention, en fait. Vous avez peu parlé de l'abstention, et en particulier, il y a un débat à propos du vote à droite ou du vote Front National des ouvriers, de savoir si c'est en fait, c'est pas un effet secondaire d'une explosion possible de l'abstention dans ces catégories. Vous pouvez faire suivre tout à fait derrière. On va juste... Oui. vous n'avez jamais... Vous ne faites pas de rapport avec l'âge. Et pourtant, on a vu dernièrement avec le Brexit, justement, l'influence que ça pouvait avoir. Ah, ça revient par ici. On continue. Oui, actuellement, vous n'en parlez pas. Il y a le Brexit, Je voulais savoir si le libéralisme culturel n'est pas mis en avant par les politiques eux-mêmes, puisque du point de vue du libéralisme économique, ils ont de moins en moins de différences en apparence. Je me demande si ce n'est pas eux qui créent justement qui renforcent cette dimension de segmentation. Là. Oui. Alors, dans l'ordre, le vote de l'Alsace à droite. Effectivement, quand on regarde un peu une carte de France, c'est une autre façon de faire. On se rend compte qu'il y a des régions qui sont structurellement à droite et d'autres régions qui sont structurellement à gauche. Et les régions qui étaient structurellement à droite, tout se complique aussi, c'était le Grand Ouest. C'était l'Est, Alsace et une bonne partie de la Lorraine avec un bout de la Franche-Comté. C'était le sud du Massif central, notamment. Maintenant, c'est aussi, évidemment, une partie du sud-est. Alors, comme toujours, la traduction spatiale, c'est la superposition de facteurs sociaux. Là, la carte que je viens de vous donner, c'est aussi la carte de la pratique religieuse catholique. C'est-à-dire que des zones de forte pratique religieuse catholique, historiquement, c'est le Grand Est, c'est le Grand Ouest, c'est le sud du Massif central. Pour aller très bien. Donc là, en tous les cas, il y a pour l'Alsace, effectivement, un des facteurs structurels, à savoir que l'Alsace reste une zone de forte pratique religieuse catholique. Donc ça, c'est un premier élément. Après, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui se superposent. Hein. Mais la première réponse, elle est là, quand même. Elle est là. On peut aller plus loin. Il y a des travaux qui ont cherché à aller plus loin, d'essayer de comprendre le rapport particulier de l'Alsace dans l'univers français, avec les allers-retours, avec l'Allemagne, etc. Bon. Mais le premier facteur, hein, c'est ici que je le situerai. C'est ici que je le situerai, parce que c'est un élément important. Après, c'est un peu compliqué. Mais la première raison, elle est là. Sur l'abstention, vous avez tout à fait raison. Un problème un peu, évidemment, de ce genre de truc, c'est qu'en une heure, on va faire un panorama, un peu là, donc on va faire des choix. Et effectivement, j'ai pas parlé d'abstention, alors que c'est décisif. Parce que, en matière de vote, le premier choix, c'est pas est-ce que je vais voter pour la gauche, pour la droite ou pour l'extrême droite, c'est est-ce que je vais y aller ou est-ce que je ne vais pas y aller. Et donc, vous avez tout à fait raison, c'est un élément central. C'est notamment un élément central, on a parlé trop rapidement de la question déjà de la mobilité électorale, de la volatilité électorale, de l'alternance, des gens du fait que le même électorat, il donne une majorité à la gauche, et puis 2 ans après, c'est pas tant qu'il y a des électeurs qui sont passés entre-temps de la gauche à la droite. C'est qu'il y a des électeurs de gauche qui se sont abstenus, et ça suffit. Donc le passage par l'abstention est souvent l'explication d'une alternance. Il suffit qu'une partie, puisque les élections c'est quand même souvent 50-50, hein, qu'une partie des électeurs de son camp s'abstiennent pour devenir minoritaire. Donc c'est tout à fait essentiel. Et retenons ça, hein, parce que sur les histoires de mobilité électorale, on a fait des tonnes sur oui, les gens passent de la gauche à la droite, c'est rare. C'est rare.
c'est rare. Mais en revanche, effectivement, ils peuvent choisir l'abstention. Ah, ça suffit. Voilà. Donc c'est tout à fait important. Après, il y a un autre domaine, mais là pour le coup, c'était en dehors d'un cahier des charges qui visait les partis politiques et leur électorat, qui est de réfléchir à la question de savoir qui sont structurellement les abstentionnistes. Mais là pour le coup, ils n'ont plus de lien avec les partis politiques. Et c'est un sujet très intéressant que ce sujet politique a étudié tardivement. Il attendait Alain Lancelot dans les années 60 pour qu'on s'intéresse à ça. C'est tout à fait important. Parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes chances statistiques de s'abstenir. Évidemment, il y a un modèle en termes d'intégration sociale. Ceux qui votent le plus, c'est les gens les plus intégrés socialement, et ceux qui sont les plus marginaux, ils votent le moins. D'autant plus qu'en général, souvent, ils ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. Donc, auquel cas, le problème est résolu. Bon. Donc, il y a ce modèle-là. Il y a aussi un modèle qui n'est pas incompatible en termes de modèle de domination sociale. C'est-à-dire que, voilà, ceux les dominants, ils votent, ceux qui sont dominés, ils ne votent pas. Voilà. Donc, il y a évidemment des tas d'éléments. C'est assez compliqué, parce que justement, par définition, je veux dire, analyser pour nous. Parce que par définition, les personnes qui ne votent pas, ils ne répondent pas non plus aux enquêtes d'opinion. Donc, on a du mal à les trouver, ils ne sont pas dans les quotas, etc. Et donc, les méthodes classiques d'enquête d'opinion ne fonctionnent pas. Et quand ils répondent à une enquête d'opinion, ils disent « Ah oui, oui, j'ai voté », alors qu'ils n'ont pas voté. La question des enquêtes d'opinion, c'est, on commence toujours en France, mais malgré ça, ça ne suffit pas, par « Oh, dimanche dernier, beaucoup de gens n'ont pas voté. Et vous-même ?» Histoire de déculpabiliser le fait de ne pas avoir voté. Dans un pays comme la France, c'est tellement le droit de vote, c'est une conquête, etc. Donc c'est tellement difficile de reconnaître qu'on n'a pas voté que beaucoup de gens qui n'ont pas voté disent qu'ils ont voté. Donc nous, après, on analyse est-ce que ça peut donner, quoi. C'est-à-dire qu'on a des gens qui n'ont pas voté, qui disent qu'ils ont voté, donc on ne peut plus s'y retrouver. C'est pour ça que pour étudier l'abstentionnisme, la moins mauvaise méthode, il y a eu des choses qui ont été faites tout à fait récemment, notamment par Nona Maillère et Pascal et Cécile Braconnier. Il faut faire des enquêtes plutôt qualitatives, bon, mais avec les limites de l'enquête qualitative, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais si les personnes qu'on interroge sont vraiment représentatives ou pas de leur catégorie. Bon, on sait, on progresse, on sait des choses, pas autant qu'on ne voudrait. Mais en tous les cas, c'est une question qui est devenue tout à fait essentielle pour expliquer pourquoi il y a des alternances, pourquoi il y a des résultats qui sont comme ils sont. Voilà pour l'abstention, donc le peut-être coupable. L'âge. L'âge, je ne peut-être pas coupable. Je n'ai pas parlé de l'âge, effectivement, parce que c'est très difficile de parler de l'âge. C'est aussi la même explication. L'âge a des effets variables. L'âge a des effets tout à fait variables. Et il peut recouvrir d'autres effets. En gros, si vous voulez, s'il fallait résumer un effet général de l'âge, je dirais, le seul petit effet qu'on puisse constater, c'est que les plus jeunes ont tendance à être dans une logique de sortez les sortants. C'est-à-dire que, voilà, il y a ceux qui étaient au pouvoir, ça suffit, on va changer. Bon, il y a ça. Pour les primos, les nouveaux électeurs. En revanche, il y a un truc qui marche toujours, c'est qu'effectivement, toutes choses égales par ailleurs, plus on est âgé, plus on vote à droite. Ça c'est vrai que ça fonctionne. Ça, c'est vrai que ça fonctionne. Je ne vous l'ai pas montré, mais je vais vous montrer par exemple un exemple sur le Front National. Voilà, vous voyez, quand vous ne m'avez pas reproché, vous avez eu tort, je n'ai pas parlé du genre. Bon. Alors, voilà deux exemples. Alors, commençons par l'âge, puisqu'on en parlait à l'instant. Vous voyez, sur le vote Front National, c'est pas clair. Hein, c'est pas clair, parce que pour le vote Front National, ça se combine avec les autres facteurs. En gros, pendant longtemps, ça reste encore relativement vrai, le vote Front National était un vote sans diplômés de moins de 35 ans, comme ça. Et là, vous avez toutes les catégories, donc vous ne pouvez pas voir. Alors, jetons un œil au genre. Vous voyez, puisqu'on en est là, 33% des hommes ont voté pour le Front National, 26% des femmes. Donc, il y a toujours eu ce qu'on appelle un gender gap, un gap de genre,
un écart de genre, et les hommes ont toujours plus voté pour le Front National que les femmes. Alors avec la question, oui, mais avec le fait que maintenant c'est Marine Le Pen, est-ce que ça va changer? Bon, la question est un peu ouverte. L'écart a tendance, semble-t-il, à s'atténuer, mais ça reste à confirmer. Bon, et pour finir sur l'âge, l'âge joue, mais l'âge a des effets complexes. Parce que les personnes âgées, elles ne sont pas seulement âgées, elles sont statistiquement plus riches que les autres, patrimoine plus important. Elles sont plus souvent femmes que les autres, ça compte aussi, et elles ont plus souvent un passé catholique que les autres. Or, on a là 3 facteurs qui jouent dans le sens du vote de droite. Donc c'est assez compliqué, c'est compliqué à démêler. Hein. C'est pour ça que la variable âge en tant que telle, si on l'utilise, il faut un peu désagréger tout ça pour voir ce qu'il en est. Voilà. Alors, est-ce que le libéralisme, est-ce que le libéralisme culturel devient important parce que les partis ne se différencient plus sur le libéralisme économique? Moins. D'abord, évidemment, ça dépend de quel parti on parle. Parce que, évidemment, si on se place au niveau du deuxième tour d'une élection présidentielle, il y a forcément un resserrement. Mais si on regarde les candidatures de premier tour et l'ensemble de la palette des partis, justement, il y a à gauche un certain nombre de partis qui, sur la question du libéralisme économique, veulent se distinguer de l'autre partie de la gauche. Donc, de ce point de vue-là, le clivage est loin d'être mort. Et d'autre part, entre la droite et l'extrême droite, c'est intéressant aussi. Parce que c'est un des vrais clivages entre la droite et l'extrême droite. La droite est liée au libéralisme économique, plus ou moins suivant les périodes. Je pense qu'on est parti pour une période où ça sera plutôt plus que moins. Mais elle est liée au libéralisme économique. Ça dépend des élections. Le Front National, c'est beaucoup plus ambigu. Parce que le Front National, il a deux électorats. Un électorat de catégorie populaire et un électorat de petit patron. Petit patron, évidemment, libéralisme économique, c'est très bien. Catégorie populaire, non. Et donc, il y a toujours un jeu, si vous regardez les littératures du Front National, il y a toujours un peu un jeu là-dessus. Et maintenant, avec le poids des catégories populaires, le côté intervention de l'État a tendance un peu à l'emporter sur... Bon. Et je pense que dans la campagne présidentielle, Marine Le Pen va chercher à doubler François Fillon là-dessus sur sa gauche. En disant, mais c'est pas possible, on ne peut pas dérembourser les médicaments, on ne peut pas, etc. etc. Donc, ça joue quand même. Hein. Donc, je veux bien qu'entre, on va appeler la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement, les différences soient moindres, mais dans le champ politique, ça continue à jouer. Et vu que la gauche a une extrême gauche et la droite a une extrême droite, ça peut avoir du coup. En plus, quand même, moi je ne sais pas, mais ça c'est un sujet de débat pour le coup, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de différence, et même le moins de différence qu'avant entre la gauche et la droite doit être pris avec précaution, ou alors vraiment il faut remonter à 81. Quoi. Parce que si on regarde un peu, en tant que tel, ce qui a le virage, c'était 83-84, la politique de rigueur, telle qu'elle a été menée. Et si les plus jeunes reprennent leur livre d'histoire, ils verront que François Mitterrand a été élu en 81 sur un programme très à gauche, mais qu'en 83, il a pris un virage parce qu'il y avait contraintes européennes, contraintes budgétaires, etc., et qu'il a mené ce qu'on appelait à l'époque une politique de rigueur, ce qu'on peut appeler une politique d'austérité, qui était probablement bien plus sévère que celle qui a pu être menée depuis quelques années. Hein. Et que donc, et c'est à partir de ce moment-là où je vous montrais dans l'enquête la question est-ce que la gauche et la droite ça veut toujours dire quelque chose? De 81 à 84, ceux qui disent ça veut dire quelque chose sont moins nombreux parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de gens de gauche qui pensaient qu'on pourrait mener jusqu'au bout la politique de 81 et ça s'est arrêté 2 ans après. Et donc c'est là où on voit que, alors les uns diront parce que les contraintes économiques s'imposent à la gauche puis à la droite, les autres diront parce que la gauche c'est pas une vraie gauche et qu'elle est vendue, etc. Vous disiez ce que vous voulez, hein. Mais en tous les cas, ça c'est, et c'est là qu'est la rupture. Hein. Évidemment, on est avec l'actualité et puis les journalistes qui, je ne vais pas critiquer les journalistes, mais qui n'ont plus le temps, on va dire, de faire tout le travail qu'ils devraient faire, on a l'impression toujours que c'est très récemment que les choses se sont faites. Non. Pour moi, dans l'histoire politique française, la vraie période, c'est 81-83,
confrontation à l'exercice du pouvoir, parce que la gauche n'avait pas été confrontée à l'exercice du pouvoir depuis la 4ème République, c'était une autre gauche, et donc cette confrontation l'a amené, à tort ou à raison, à dire bah oui, mais il faut faire un certain nombre de mesures et qu'on ne peut pas faire comme si on n'était pas dans un monde internationalisé avec une compétition économique internationale. Bon, voilà. Après, chacun en tire les conclusions qu'il veut. Mais donc, c'est ça qui pèse très lourd. Hein. C'est sûr que ça pèse très lourd. Donc, voilà. Les enjeux culturels ne tiennent pas seulement au fait que les enjeux économiques sont devenus obsolètes à cause des politiques ou pas. Ils ne comptent pas qu'à cause de ça. Et bon, en plus tout ça est relié, parce qu'évidemment, le débat sur l'immigration a à voir avec la question du chômage. Bon, c'est très clair que si la partie des citoyens français qui se disent qu'il y a trop d'immigrés en France, etc., quand vous les interrogez, il y en a une partie où il y a une dimension de racisme, etc., donc il n'y a rien à faire. Mais il y en a une autre partie qui dit, oui, mais regardez, mon voisin, machin, il a pris un emploi, moi je suis là depuis en France depuis longtemps, je ne pas... Bon. Donc, ça n'est pas non plus complètement indépendant. Il y a des éléments qui sont des éléments publics. On voit au racisme, à l'autoritarisme, ça existe. Il y a aussi des zones de recouvrement. On a fait une enquête récemment sur le sentiment d'injustice. Essayer de voir qu'est-ce qui révoltait les Français. Et donc évidemment, ces histoires-là, l'immigration, ça traverse la société. Et moi, une des choses qui m'a le plus amené à réfléchir, c'est qu'on a regardé, on a une échelle de sentiment d'injustice. Quels sont les Français les plus révoltés par les injustices? On attendait un peu naïvement, comme le dit la théorie politique classique, à ce que ce soit la gauche qui soit plus révoltée par les injustices. Eh bien non. Les plus révoltés par les injustices, ce sont les électeurs et les proches du Front National. Voilà. Les Français qui sont aujourd'hui le plus, qui disent le plus la société française est une société injuste, ce sont les électeurs du Front National. Donc vous voyez, tout ça est un peu, pour des raisons, machin, etc. Hein, mais ça fonctionne. Et la gauche, y compris l'extrême gauche, a un sentiment d'injustice, une évaluation de l'injustice, qui est moindre que les gens qui se disent proches de l'extrême. Donc, je crois que là, il y a des vraies questions, hein, et que là-dessus, pour le coup, les travaux de sociologie peuvent aider en termes de politique publique. En particulier, il y a l'idée qu'il y a des gens qui ont obtenu des avantages qui étaient illégitimes, quoi. Enfin, cette idée-là est très répandue dans un certain nombre de catégories populaires qui votent à droite et qui ont le sentiment d'avoir été laissés au bord du chemin. Donc, voilà. Oula! Attendez, j'ai un ordre. C'est comme vous voulez. Oui, mais je prends... Vous avez partiellement répondu à ma question, mais c'était la question sur les indécis. Sur les indécis. Oui. Ceux qui se décident la veille, voire le jour même. On a l'impression que... Oui, c'est ça. On a l'impression que leur nombre est grandissant. Alors, on l'explique dans la presse, par la proximité des programmes, etc. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres facteurs explicatifs? D'accord. À moi. C'était le tour d'avant, monsieur. Après, oui, moi je voulais avoir un éclairage sur, une anticipation sur ce bouillonnement, comment ça évolue dans le temps et vers quoi nous allons si les études le montrent, non pas par rapport à des échéances proches, bien qu'il y a des choses qui se sont passées cette année. Je parle de l'Angleterre et des États-Unis, il y a des choses qui vont se passer demain en Italie, un référendum constitutionnel très important, qui peut avoir, à mon avis, même un impact pour moi négatif sur les résultats proches dans notre pays. Merci. alors, montrez-moi des mains. Voilà. Tac, 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 tac. On va commencer. Oh, il n'y a que des hommes. Non. J'ai pas vu. Non, il y a une dame là. J'ai pas vu.
Ah, pardon, Annette. Bon, c'est pas du tout évident. On va vous donner un micro. Moi, je voulais savoir, avec vos analyses sur les différentes biographies. Attendez, monsieur. Alors, c'était qui? Allez, ça vient. On veut vous enregistrer. Bon, excusez-moi. Donc moi je voulais savoir simplement, plus précisément actuellement, quel serait le postulat du votant FN dans les catégories employés et ouvriers. Voilà. Comme vous dites le postulat. Tout à l'heure vous avez mis le postulat de l'électeur. Oui. Et moi je voulais savoir simplement le postulat du votant FN actuellement. L'heure, vous avez dit le lecteur, bon, il vote parce qu'il vote pour un candidat. Ses motivations, Olivier. Quelles sont ses motivations? D'accord. Ça va rejoindre un tout petit peu la question précédente, c'est-à-dire que vous avez présenté les votes comme s'il y avait toujours des déterminations positives. Or, il me semble que surtout dans les élections récentes, on vote surtout pour la personne qu'on considère comme la moins pire. Hein, donc, on est dans une logique de choix différente. Et puis, je voudrais revenir aussi sur le commentaire que vous avez fait à la fin sur le sentiment d'injustice, parce que alors là, vous parlez d'un sentiment d'injustice, mais vous ne faites absolument pas, semble-t-il, attention au contenu. Or, ce qui est considéré comme injustice par le Front National et ce qui est considéré comme injustice par la gauche, ça n'a rien à voir. Oui, je veux bien, si tu es d'accord, ça va? Bonjour, merci pour cet exposé. Moi, j'avais une première réflexion sur la classification des gaullistes forcément à droite. Il y a des exceptions, bien sûr. Il a gouverné avec des communistes. Il y avait des gaullistes qui n'étaient pas forcément à droite. Et on peut dire qu'il venait d'une terre qui avait une dimension sociale, enfin, une sensibilité sociale importante. Ça, c'est ma première question. Et la seconde, c'est sur le vote des catholiques, notamment dans l'étude de 1970, là, enfin, qui me semble très catégorique. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu vite la doctrine sociale de l'Église, et puis ensuite les JOC et autres mouvements qui sont certes pas forcément les plus entendus, mais qui existent et sont présents sur le terrain? Bon, je vais peut-être, parce que là il est déjà. J'ai peur d'oublier, alors, la question du moment de ce qu'on appelle la décision électorale, hein, les indécis que vous évoquiez, madame, et le moment de la décision électorale. Effectivement, le sentiment est que les prises de position, le choix du vote se détermine plus tardivement qu'avant. Il fait un petit souci pour les sondeurs, parce qu'effectivement, il y a un moment où on leur arrête, on leur dit « Ah non, maintenant on ne peut plus faire de sondage », et donc ils ne peuvent plus saisir les évolutions ultimes. En même temps, ça leur permet de dire « Bah oui, mais les choses ont changé, à un moment où on n'avait plus le droit de faire des sondages, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu prévoir le résultat. » Donc, comme toujours, ces choses-là, c'est un peu, voilà, un peu ambivalent. Bon, mais c'est vrai, il semble qu'il y ait une tendance à une décision qui soit plus tardive. Évidemment, à l'époque où on avait un parti communiste, un parti de la classe ouvrière, etc., il n'y a même pas de question de décision d'une certaine façon. Et qu'aujourd'hui, ça ne se situe plus exactement de la même façon. Ça ne se situe plus exactement de la même façon. Donc oui, c'est plus tardif. En même temps, on a des instruments de plus en plus raffinés, donc il faut se méfier. Est-ce que ce n'est pas l'effet, la conséquence du fait qu'on mesure aussi les choses de façon plus fine, qui fait apparaître mais c'est vrai qu'il y a une tendance à une décision plus tardive, qui tient pour partie donc, au fait que pour certains votes, la différence entre la gauche et la droite n'est plus qu'elle était jadis, et que donc au bout du compte, voilà, on décide plus tard. On essaye de mieux comprendre ça, il reste encore des choses à voir. Vers quoi nous allons? Ça, en l'occurrence, si vous voulez, je crois que c'est vraiment une différence entre une démarche scientifique et surtout en sciences humaines et sociales et d'autres démarches. Il y a des tendances qui sont des tendances lourdes de la société, etc.
personne ne peut dire aujourd'hui si Matteo Renzi va gagner ou va perdre, et personne ne le sait. Personne ne le sait, mais en tous les cas, il y a des changements majeurs, ça c'est sûr, en respect dans ce qu'on peut dire. Il y a eu des choses majeures. J'ai répondu aussi un petit peu vite tout à l'heure sur le Brexit, par exemple. Bon, évidemment, on pense tous notamment à ça. Et le Brexit et l'âge, méfions-nous aussi par rapport à ça. L'âge, ça recouvre plein de choses. C'est pas tant parce qu'ils étaient jeunes que les jeunes britanniques ont voté contre, les jeunes anglais et la forcerie écossais ont voté contre le Brexit, mais parce qu'ils étaient diplômés. Parce qu'évidemment, les catégories jeunes sont plus diplômées que les vieux. Donc c'est aussi une difficulté quand on prend les variables d'âge. Bon. Après, je veux dire, c'est dit, je sais bien que dans l'actualité, on met en relation le Brexit, l'élection de Donald Trump, etc. Bon, il y a, c'est clair, une montée en puissance d'une certaine forme certains diront de réaction politique, de conservatisme, de machin, bon, ça existe. En même temps, l'élection de Donald Trump, comme vous le savez, il a gagné au voix, hein, il a perdu uniquement parce qu'ils ont un système par État et que voilà. Donc, il a perdu, oui, je voulais dire l'inverse. Il a perdu au voix, il a gagné uniquement à cause de l'élection par État. Donc, voilà quoi, ce genre il faut être prudent sur relier des choses dans les contextes sont aussi différents. Hein. Bon, il y a toujours eu des forces conservatrices. Je pense que l'internationalisation, effectivement, a des effets. C'est-à-dire que, concrètement, l'internationalisation économique a supprimé des emplois dans les pays encore développés. Bon, d'un certain côté, d'un point de vue d'une gauche internationaliste, on pourrait se réjouir du fait que ça a permis quand même à des zones du monde entier d'avoir des emplois. Hein. Moi, quand j'enseignais les sciences économiques et sociales il y a quelques années, il y avait un petit livre qui s'intitulait « L'Inde ou le non-développement ». Bon, personne n'écrirait ça aujourd'hui. Je veux dire, pour le coup, ça amène à se méfier des prophéties. Ben non, évidemment, il y a des inégalités énormes en Inde, mais on ne peut pas dire que... Bon, voilà. Et le développement de l'Inde, toute inégalitaire, etc., qu'il soit, est pour partie la contrepartie de l'internationalisation, et donc notamment de la perte d'emploi chez nous. Bon, là-dessus, il faut être... voilà. Hein, donc évidemment, ça, c'est une tendance internationale de fond. Mais aller au-delà et essayer de voir un trend vers plus de populisme, etc., ça devient compliqué. Alors, les motivations des lecteurs FN. Le point central, c'est que ça fait le lien avec l'injustice. Je vais répondre là-dessus. Pour partie, pendant longtemps, le cœur des lecteurs FN, c'était un homme sans bac de moins de 35 ans, au chômage. Voilà, c'était ça. C'est-à-dire une catégorie de la population qui se trouvait complètement exclue, complètement exclue de la société française. Je ne parle pas des petits commerçants, etc., ça c'est autre chose, mais la catégorie populaire. Alors il y a eu des débats, en plus, des analystes qui ont dit oui, c'est un gaucho-le-péniste, c'est-à-dire qu'en fait, c'est d'anciens communistes qui sont devenus Front National. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux, et c'est un peu, l'erreur de dire ça, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a pu y avoir des enfants d'ouvriers communistes qui sont devenus, pour cette raison-là, électeurs du Front National, etc. Ça, oui, sur 2 générations, ça peut se passer. Mais des exemples, statistiquement, d'ouvriers communistes devenus électeurs du Front National, il n'y en a pas dans les enquêtes. Donc on ne peut pas parler de ce point de vue-là de gaucho de pays. Après, donc voilà, hein, en gros, c'est ça. Donc un sentiment, et donc, je relis avec mon truc, un sentiment d'injustice. Il y a effectivement une proportion de racistes, d'antisémites, etc. C'est pas ça qui fait la masse des électeurs du Front National aujourd'hui. Et heureusement, il faut faire attention, parce que toujours, il y a des contagions, hein, mais c'est pas ça. Le cœur, c'est ça. C'est un sentiment d'exclusion sociale, les enquêtes le montrent très bien. Et c'est pour ça que, encore une fois, sans dire qu'il y a des gens de gauche qui sont passés au Front National, on ne peut pas ne pas faire le lien, malgré tout, avec les exigences de la gauche en matière d'intégration sociale, de trouver des emplois à tout le monde, etc. Il y a une composante de sentiment d'injustice qui, de ce point de vue-là, fait le lien, malgré tout, avec les idéaux de la gauche, évidemment de façon pervertie, mais qui fait le lien quand même. Et donc, on est obligé de le constater si on veut le traiter. Évidemment, il faut le traiter différemment, mais on est obligé de le constater. Après, ce que vous avez dit, madame, est très exact, c'est-à-dire que dans le vote, souvent on vote au moins autant contre que pour. C'est vrai.
un vote, c'est toujours une comparaison. C'est toujours une comparaison. Et donc, il y a effectivement, il y a des votes d'adhésion, ça existe, mais il y a aussi, pour beaucoup, des votes qui sont en fait des votes de forme de rejet, qui tient aussi, pour partie, à une caractéristique française, une forme de rejet de ce qu'on appelle la classe politique, qui a un degré relativement tout à fait élevé. Souvent pour de bonnes raisons, d'ailleurs, voilà. Mais ça tient aussi à ça. Hein, c'est que du coup, les votes d'adhésion, c'est un peu fait. Donc c'est vrai que dans un vote, il y a toujours une comparaison. C'était le pari de François Hollande, avec l'idée que, quel que soit le rejet dont je peux faire l'objet, quand les Français devront choisir entre moi et Sarkozy, voilà. Ça ne se posera pas en ces termes-là, vous l'avez remarqué. Alors, les nuances à apporter sur le gaullisme et sur le catholicisme. Oui, il faut faire des nuances, vous avez raison. Le gaullisme a, dans sa doctrine politique, un caractère composite, de ce point de vue-là, héritier du Conseil national de la résistance, avec la sécurité sociale, un secteur public fort, etc. On est d'accord là-dessus. Ceci dit, quand on fait une analyse des résultats des années 60, si on classe le parti gaulliste à gauche, à côté du PC et de la SFIO, enfin, on peut rien faire. Hein. Donc on est obligé d'opposer, d'un côté, comme faisait le tableau, le parti communiste et la SFIO, et de l'autre côté, les gaullistes et les centristes. Hein, parce qu'ils gouvernent ensemble, pas tous, mais quand même. Hein. Mais vous avez tout à fait raison sur le fait que le gaullisme n'a rien à voir avec le libéralisme pur et dur. Et d'ailleurs, je pense que ce sera une des difficultés de François Fillon, qui historiquement était sur le camp gaullisme social, Seguin, etc., et qui là est sur un créneau un peu différent, qui a probablement contribué à son succès, parce que des gens, certains, je pense, avaient toujours cette vision de son programme dans la tête, et or, il a quand même, de ce point de vue-là, mis un point d'inflexion très clair. Les catholiques de gauche, oui, ça existe. Oui, ça existe, mais... Il y en a plus que des poissons volants. Ça, je ne suis pas compétent sur le domaine des poissons volants. Mais les catholiques de gauche, ça existe, mais comme toujours, si vous voulez, on réduit les choses. Pardon, c'est forcément les choses. On raisonne en termes de probabilité, c'est du champ statistique, si vous voulez. En gros, alors, quand pour le coup, on neutralise, parce que les catholiques ne sont pas seulement catholiques, etc., ils ont d'autres caractéristiques sociales, mais quand on neutralise les autres caractéristiques sociales, un catholique pratiquant régulier a 6 fois plus de chances de voter à droite au deuxième tour de la présidentielle qu'un sans religieux. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui votent à gauche. Mais il y a un écart de chance statistique qui est tout à fait considérable. Et effectivement, comme Lancelot, il a raison, il n'y a jamais de case vide. C'est-à-dire qu'il y a toujours, dans les tableaux les plus improbables, celui-là n'est pas le plus improbable, il y en a pire. Vous avez des musulmans soutien du Front National, vous avez des tas de choses comme ça. Vous en avez toujours. Bon, merci Pascala, si vous voulez. Mais voilà, statistiquement, les champs statistiques sont faits. Mais ça existe, il y a une presse catholique de gauche, ça a une influence dans l'Église catholique, voilà, et du point de vue des électeurs... Juste une remarque, hein, c'est pas pour vous contredire, mais quand on voyait votre dernier tableau avec la proportion de catholiques qui votaient Front National, qui est quand même jusqu'à la preuve du contraire classé à droite, on voit que ce qui représente aujourd'hui une grande partie de la droite globale, même si c'est dur de les associer, bah, finalement n'emporte pas du tout l'adhésion des catholiques. C'était ça votre tableau, hein. Vous disait que les pratiquants, les très pratiquants votaient assez peu au Front National. Ah oui, sur le Front National. Non, mais c'est pour prendre un spectre... Celui-ci. C'est celui-ci ? Oui. Si vous voulez, parce que le paradoxe, ce que souligne la littérature, c'est que le fait d'être catholique pousse fortement à voter à droite et éloigne de la gauche. Mais si ça pousse à voter à droite, en revanche, ça ne pousse pas à voter à l'extrême droite. Et même, ça éloigne de l'extrême droite. Or là, on le constate, vous voyez en 2015, plus on est catholique pratiquant, moins on vote à l'extrême droite. Puisque 34% des catholiques pratiquants votent à l'extrême droite, 31% des réguliers, et les catholiques pratiquants réguliers, ceux qui sont au cœur de l'Église catholique, ne sont que 26% à voter pour le Front. Donc de ce point de vue-là, l'intégration au catholicisme continue d'éloigner de l'extrême droite, elle rapproche de la droite, mais l'éloigne de l'extrême droite. Voilà.
Mais Charles, il faut que les choses soient un peu intéressantes. Heureusement qu'il y a des choses comme ça. Bon. Et ça continue d'être vrai. Voilà. Ça continue d'être vrai, même si il y a quand même un quart des catholiques pratiquants réguliers qui ont été pour Le Pen, mais 29% des Français, toutes confessions confondues. On voit tout de même qu'il y a une bonne répartition, si je puis dire. Oui, ce qu'on retrouve aussi dans d'autres critères. Oui, c'est régulier. Même si ça va de 34 à 26, on sent que dans... Voilà. Il est ouvert. Voilà, il est âgé. Un joli talent. Je voudrais vous poser une question par rapport à la fresque un peu pessimiste de la réalité actuelle. Si je comprends bien, donc volatilité et fragmentation de l'électorat, fragmentation aussi de l'offre politique, puisque les partis qui se veulent généralistes ont des difficultés à parler à tout le monde. On voit se constituer des majorités négatives. Donc on a parlé du Brexit, de Trump et de l'Italie. Est-ce que par rapport, si on veut réfléchir à une sortie par le haut, est-ce que l'influence du système électoral n'est pas à prendre en compte? En particulier, supposons deux solutions qui pourraient être des sorties par le haut. La première, c'est un candidat, disons, au caractère affirmé, et s'appuyant sur des valeurs, et pas des valeurs populistes ou simplistes. D'un côté, ça, on a l'impression que c'est le système électoral actuel qui mène, et ça crée, on a vu que ça crée beaucoup de frustration chez tous ceux qui s'estiment pas représentés. Et un autre système qui pourrait être, je ne sais plus qui avait parlé à l'époque de majorité d'idées, c'est-à-dire que par rapport à cette fragmentation des électorats, c'est de trouver les bons compromis, mais est-ce que dans ce cas, ça ne suppose pas une modification du système électoral? Oui, ma question, c'était, vous n'avez pas évoqué les théories actuelles sur, évidemment, le vote Le Pen paraît passionner les politologues, hein, mais sur les urbains, tout le côté territorialisé, centre-périphérie. Alors, monsieur, et puis peut-être François. Bon. Alors, pessimiste, non, en fait, je ne veux pas avoir l'air d'être pessimiste, je ne le suis pas particulièrement. C'est pas être pessimiste que de constater qu'il y a des changements. Donc il y a des changements qui sont des changements majeurs, mais de la même façon que si on regardait avant, on aurait trouvé d'autres changements aussi, je veux dire aussi avant. Donc il y a des changements majeurs, ce qui est vrai, et ce qui est une source, sinon, certainement pas de pessimisme, mais en tout cas de réflexion, c'est que ce qu'on appelle la crise, mais qui correspond en fait, la crise économique, mais ce qui correspond en fait aux conséquences sociales de l'internationalisation des échanges et du commerce et de la production et de tout ce que ça entraîne comme bouleversement, ben ça a des effets, effectivement, et que ça peut entraîner dans certains cas de figure et dans un certain nombre de pays à monter du populisme. Et ça, c'est pas du pessimisme, c'est-à-dire d'une certaine façon, il faut constater ça, essayer de prendre des moyens pour trouver les mesures qui permettent d'y remédier. Alors, vous avez mis l'accent sur effectivement quelque chose dont j'ai peu parlé, probablement parce que je suis sociologue et pas juriste, qui est l'aspect des règles de la réglementation, le système, le mode de scrutin, ce genre de choses. Je crois que ces questions ne résolvent jamais. On peut toujours changer de mode de scrutin, de système électoral, etc. Ça ne règle pas les problèmes. Il y a des modes de scrutin et des systèmes électoraux qui sont mauvais, ça c'est clair. Mais c'est pas le problème véritablement, je trouve, des démocraties d'aujourd'hui. La thématique de la majorité d'idées, chère à Edgar Faure, à savoir les majorités flottantes. Ça, c'est quelque chose qui est toujours un peu difficile à faire
entrer dans les faits, parce que ça veut dire que d'une certaine façon, on élit quelqu'un, mais on ne sait pas trop dans quel camp il va se retrouver. Donc ça pose des problèmes de démocratie aussi. Donc non, moi je pense beaucoup plus, si on veut essayer de réfléchir du point de vue institutionnel, de creuser un peu plus du côté des formes d'intervention, d'expression directe des citoyens, de façon tout à fait mesurée et contrôlée. Mais je pense qu'en termes de démocratie participative, il y a des façons. Pour un certain nombre d'enjeux, il y a des façons d'améliorer les choses et de sortir d'ailleurs des effets pervers que parfois certaines procédures ont aujourd'hui, pour essayer de trouver des meilleures façons d'associer les citoyens. Là j'y crois. Après au niveau du système politique national, on peut avoir des réflexions. C'est sûr qu'en France, le passage au quinquennat a eu des effets considérables, énormes. C'est-à-dire que aujourd'hui, les réformes qui ne sont pas engagées par un président de la République dans les 6 premiers mois de son mandat, il n'en verra pas le résultat. Donc ça veut dire que tout se joue très très tôt, donc ça a des tas de conséquences. Bon. Mais ça ne veut pas dire que forcément il faille, c'est un sujet, revenir au septennat, j'en sais rien. Il y a des effets, je ne pense pas qu'il y ait de systèmes électoraux clairement meilleurs que les autres. C'est sûr que les proportionnels à l'israélienne, vous avez des partis qui bloquent tout avec un député, c'est pas bon. Mais sorti de ça, ça ne me paraît pas le cœur du problème. Le cœur du problème, ça me paraît beaucoup plus de se mettre d'accord en termes de politique publique pour trouver des solutions pour résoudre les problèmes de chômage et d'inégalité auxquels la France est confrontée. Alors après, centre-périphérie, oui, c'est vrai que c'est un peu comme la question, d'une autre façon, la question d'Alsace, c'est-à-dire qu'il y a toujours une façon géographique en termes d'espace d'aborder les aspects. Que je ne fais pas parce que je ne suis pas géographe, même si on peut le faire aussi comme sociologue. Et je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps, mais c'est intéressant. Effectivement, il y a un certain nombre d'études qui montraient que le vote pour le Front National était minimal au centre des villes et augmentait au fur et à mesure qu'on s'en éloignait, les cas jusqu'à un certain degré. Bon, mais pourquoi il y a un phénomène comme ça? Eh bien, en grande partie parce que les centres de ville, et Paris étant un des exemples, sont des milieux, en France en tous les cas, et ça peut dépendre des villes. Dans l'exemple de Paris, c'est clair, où les niveaux de diplôme sont élevés, et que plus on s'éloigne, plus on a des catégories populaires qui sont nombreuses, des niveaux de diplôme qui baissent, et donc c'est lié à ça. C'est vrai que Paris a toujours été protégé du vote Front National, ça c'est évident, mais on sait pourquoi. On sait pourquoi, parce que le niveau de diplôme moyen y est relativement élevé. Donc c'est intéressant, il y a des graphiques qui font des gradients comme ça, en voyant par rapport au nombre de kilomètres, mais en fait c'est pas purement simplement un effet de distance, c'est un effet de composition sociale. C'est un effet de composition sociale, même s'il peut y avoir le côté éloignement, je suis relégué, etc. Ça peut exister, mais d'abord c'est un effet de composition sociale. Mais c'est une approche intéressante que développent notamment les jeux. Oui, curieusement, j'ai l'impression... Enfin, je ne sais pas où j'ai eu une absence. Pardon. Où j'ai eu une absence, j'ai eu le sentiment que votre interrogation sur les échéances électorales très proches, monsieur ne s'est pas prononcé. Voilà, mais l'histoire voilà. Donc je le réalimente, mais attendez, non, mais alors j'avais une autre question à venir, et je n'ai qu'un seul bras levé, y en a-t-il? Ah, attendez, non. Voilà, oui, j'ai vu. Voilà. Donc, ici, là, et on va voir. Parce que là, on avance en heure. Bon, c'est pour répondre à ton appel. Est-ce qu'on peut dire quelque chose au niveau des primaires de la droite? D'une part, du point de vue méthodologique, est-ce que des sondages sortis des urnes ont une partie de scientificité? Et puis deuxièmement, est-ce que justement ça nous montre le mélange entre petite bourgeoisie provinciale et non-libéralisme culturel, et qui serait une représentation de la France actuelle? Je voulais savoir ce que vous pensiez du livre de Franck sur pourquoi les pauvres votent à droite aux États-Unis. Il a pris l'exemple du Kansas, qui est particulièrement éclairant, et il semble montrer que
ce sont les conservateurs qui alimentent l'antilibéralisme culturel de leurs électeurs. Et comme ils sont excessivement religieux, ils rentrent tête baissée dans ce piège et ils votent contre leurs intérêts en votant contre le libéralisme culturel. Voilà, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez parce qu'il m'a beaucoup intéressé. Ah, formidable. Bonjour. On a beaucoup parlé du vote des catholiques, un peu des protestants. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur le vote des musulmans ou des autres confessions? Est-ce que c'est une variable déterminante? Merci. Oh là. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas évoqué, outre l'âge, sur lequel on est revenu après, le sexe. Moi, je voulais vous poser une question justement sur le rapport homme-femme, mais du côté des candidats. Parce que vous avez dit, par exemple, tout à l'heure, vous aviez pris l'exemple Royal Sarkozy, et que c'était exactement la même chose 5 ans plus tard. Ce qui ôtait le paramètre femme. On en a parlé aussi pour Hillary Clinton, etc. Et peut-être la faiblesse des femmes candidates. Voilà, merci. Faiblesse quantitative, pardon. Alors, oui, j'imagine. Oui, on en a compris que c'est pas Ah bah, pour commencer par ce dernier point, je pense que c'était ce que, je sais pas si c'était ce que vous vouliez dire, mais ce que les analyses montrent, c'est que les femmes ne votent pas pour les femmes. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a une candidate femme qu'elle va forcément avoir plus de voix de femmes. Et ça c'est systématique. C'est systématique et on le voit clairement. C'est un sujet de réflexion, mais c'était bon, après, ça dépend, hein, on n'a pas des tas de cas. Non, ce qui a été intéressant, c'est que pendant longtemps, en revanche, ça c'est établi, hein, pendant longtemps, je veux dire à l'époque des gaullistes justement, et parfois certains expliquaient par là que le général de Gaulle est donné le droit de vote aux femmes, en longtemps, les femmes votaient nettement plus à droite que les hommes. Et ça progressivement, ça a disparu, et à partir de 81, même toute chose égale par ailleurs, les femmes votaient plus à gauche que les hommes, pour des raisons simples, hein, qui étaient notamment des raisons d'activité professionnelle, parce que l'activité professionnelle s'étant répandue à partir des années 60-70, les femmes étaient aussi actives que les hommes, et c'était ça, au fond, le fait d'avoir une activité professionnelle, c'était ça qui était notamment une variable décisive. Bon, donc voilà, en gros c'est ça, hein, les femmes ne votent pas plus pour les femmes parce qu'elles sont femmes. En plus, ça dépend aussi quelle valeur elles défendent. Hein. Vous savez que Sarah Palin, etc., bon, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Après, ça fait vite. Alors, pour reprendre au début, faire comme pour piloter une conférence de presse, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas ce que donneront les prochaines élections. En revanche, on peut dire des choses sur les primaires de la droite au milieu. Alors, bon, je n'étais pas dans le fond de la période récente, donc je ne sais pas il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas encore au point, mais il y a une chose qui est intéressante, c'est le cas de Paris. C'est-à-dire que les cartes, pour le coup, qui ont été publiées sur Paris, montraient que les arrondissements de gauche avaient donné la majorité à Alain Juppé et les arrondissements de droite à François Fillon. Et ça, c'est un sujet de réflexion. Alors, il y a deux lectures de ça. La première lecture, comme vous avez entendu, c'est les gens de gauche sont allés voter pour Juppé. Bon. Ça a pu exister, les enquêtes situent ça à 10-15%, c'est quand même marché. Je pense qu'il peut y avoir une autre raison à ça. Il peut y avoir une autre raison, c'est que les gens de droite, dans les arrondissements de gauche, ne sont pas exactement les mêmes que les gens de droite dans les arrondissements de droite. Ils n'ont pas la même composition sociale. Et donc je pense que c'est ça beaucoup plus la raison. Hein. C'est-à-dire que, vous savez tous, hein, 7e arrondissement, 16e arrondissement, c'est vraiment une composition sociale bourgeoise. Il y a des gens qui votent à droite, évidemment, dans l'Est parisien et jusqu'ici, mais ce n'est pas les mêmes gens. Et je pense que c'est d'abord pour ça. C'est frappant, si vous regardez la carte, elle est publiée dans un quotidien, c'est vraiment les arrondissements qui sont aujourd'hui à gauche ont donné la majorité de Juppé, et ceux qui ont voté, et les autres sont allés voter à droite. Ce qui a d'ailleurs beaucoup énervé le président de la Fédération des Républicains de Paris,
Philippe Goujon, qui était du côté des fillonistes, et que du coup, les fillonistes n'avaient pas fait à Paris le score qu'il ferait. Mais je pense que c'est pas pour les raisons, c'est pas parce que les méchants de gens de gauche sont allés voter pour Juppé, je pense que ce ne sont pas les mêmes électeurs. Mais ça, il faudra voir. Voilà, un des éléments de réponse. Il faut regarder ça de près, parce que c'est tout à fait intéressant sur les différentes formes de droite. Hein. Ça fait penser à René Raymond, la droite libérale, la droite bonapartiste, la droite légitimiste. Il y aura des tas de choses à faire sur les résultats de ces élections primaires. Sur le bouquin de Franck, ce que vous m'en dites est très intéressant. Je ne l'ai pas lu. Je vais le lire compte tenu de ce que vous en dites, parce que vraiment ça m'intéresse tout à fait. C'est sûr qu'il y a aux États-Unis un triangle entre catégorie populaire, pression autour du conservatisme et l'évangélisme. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair qu'il y a quelque chose de ce type-ci. Évidemment, chez nous, c'est différent parce que il y a des... l'évangélisme, ça existe. Hein. Il y a des évangéliques, mais ça n'a pas le poids que ça a en Amérique. C'est devenu quelque chose de tout à fait essentiel. Avec effectivement une conception de la société, etc. Donc, merci de l'indication. Merci de l'indication. Alors, les musulmans, c'est très important. On peut consacrer plusieurs papiers au vote des musulmans. Le chiffre que vous avez évoqué tout à l'heure, c'était aux dernières élections présidentielles, c'était de l'ordre de 95% des musulmans votaient à gauche et 5%. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que normalement, c'est les sans religion qui sont de loin les électeurs de gauche, et c'est un rapport 2 tiers des sans religion, des personnes qui disent je n'ai pas de religion qui votent à gauche, et 1 tiers à droite. S'agissant des musulmans, c'est pas 2 tiers, 1 tiers, c'est 95%, 5%. Bon. Alors, ça tenait à un certain nombre de choses, et après, on a tout un débat sur l'origine de ça. C'est intéressant. Pourquoi j'ai du mal, je connais un petit peu la Sunna, le Coran, les hadiths, j'ai du mal à trouver dans les sources religieuses musulmanes quelque chose qui nous dise qu'il faut voter à gauche et pas à droite. Donc ça, c'est vraiment... bon, c'est pas un problème de doctrine religieuse, bon. Après, il y a 2 explications, une autre est la mienne, ça comme ça. Les choses de façon la plus polie possible. L'autre, c'est qu'en fait, si les musulmans ne votent à gauche, c'est à cause de leur composition sociale. C'est-à-dire, c'est vrai que ce sont des catégories populaires, jeunes. Les jeunes, on a dit que ça ne se voyait pas, ça n'est pas clair. Mais des catégories très largement populaires, je l'avais montré aussi par ailleurs dans un autre papier, donc voilà, et c'est un facteur. Ça joue évidemment. Mais mon analyse, c'est que ça ne suffit pas. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et que, c'est un peu difficile à expliquer comme ça, mais essayons. En fait, si on introduit les choses sur un peu un petit peu de moyenne période, c'est une forme de retour à l'islam de personnes issues de l'immigration, dont souvent les parents s'étaient éloignés de l'immigration, la génération après est revenue à l'islam. Je pense que c'est autour de ça qu'il faut s'interroger. Et je pense que là, pour le coup, ça nous ramène à une condition sociale, qui est que s'il y a eu un retour à l'islam de ces cordes-ci, c'est pas seulement parce que la révélation s'est imposée aux jeunes musulmans en question, mais parce qu'ils ont souffert dans cette société de situations de discrimination qui sont directement liées à leur origine. Et que d'une certaine façon, une réponse à cette situation de discrimination a été de renouer avec une forme d'origine. Et qu'après tout, vu qu'on nous rabat vers notre origine maghrébine, etc., ben assumons-la dans ces différentes dimensions, y compris en renouant avec un culte dont on s'était beaucoup éloigné. Et donc, si c'est aussi, pour partie, une réponse à une situation de discrimination, on comprend mieux pourquoi ils votent aussi massivement à gauche. Bon. Voilà, ça c'est le débat qu'on a maintenant, je suis en train de gagner, je crois, sur le sujet, mais ça continue. Donc voilà, ça se discute toujours. Alors après, évidemment, dans des situations 95-5, il y a un autre élément qui était la personne même de Sarkozy. Ça va être intéressant là, parce que Nicolas Sarkozy n'était pas seulement un candidat de droite, c'était un candidat qui s'était illustré par
un certain nombre de thématiques sur la racaille, sur un certain nombre de choses, etc. Or, 2007 comme 2012, on était obligés, on avait le même candidat, donc merci de l'avoir éliminé pour la prochaine, parce que comme ça, on va pouvoir voir si c'est général pour le candidat de droite à la présidentielle ou s'il y avait une dimension personnelle qui lui était liée. Voilà. Écoutez, oui. Bon, donc rendez-vous samedi prochain pour la dernière séance sur ce cycle avec Loïc Longuillon. Vous pouvez retrouver sur notre site les conférences, sont enregistrées maintenant. Ah bah tant mieux alors. Ah bah alors, ouais peut-être. Bah ouais. Si chaque personne pouvait ranger sa chaise au fond. Voilà, dans un premier temps, les gens qui sont près de la paroi vitrée, c'est tout au fond, en les empilant dans le même sens si possible. Oui, on était environ une centaine. Mais il y a un vêtement, et puis sinon, sur le côté gauche, de ma gauche, le côté mur, voilà, vous pouvez en laisser aussi, mais là, comme ça, par petit paquet de 3-4. Merci.